On s'arrête au Soudan où le gouvernement et l'armée soudanaise ont réagi à l'annonce samedi de la mise en place d'un gouvernement parallèle par les forces de soutien rapide. Il comprend un conseil présidentiel, un gouvernement et un gouverneur pour le Darfour. Pour en parler avec nous, Marc Laverne, chercheur au CNRS et l'un des meilleurs spécialistes du pays. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors, je le disais, en mars dernier, les forces de soutien rapide et leurs alliés signaient à Nairobi une constitution de transition. Samedi, un gouvernement parallèle de transition a été nommé. C'est une étape de plus. Quelle est la stratégie des forces de soutien rapide alors qu'ils ont perdu du terrain, notamment à Khartoum? Est-ce qu'on est dans la survie du côté de Hemeti? C'est un plan B en quelque sorte, puisque l'espoir des forces de soutien rapide, c'était d'abord de s'emparer de la capitale et de l'ensemble du pays. Ça a échoué sans doute parce que ce sont finalement des gens qui ont un armement léger, qui se déplacent rapidement, mais qui n'ont pas d'expérience de gestion d'un pays. Alors là, on arrive à une nouvelle phase qui est effectivement de présenter un visage comme l'armée l'a fait, qui puisse être accepté par les pays occidentaux, par les pays étrangers, donc de manière à élargir leur cercle de soutien, une façon d'obtenir une sorte de respectabilité qui leur manque, parce qu'ils apparaissent jusqu'à présent comme des mercenaires, comme des gens qui sont des perturbateurs, et pas du tout des gens qui ont une organisation et qui peuvent gérer un État. Du côté de l'armée régulière, le général Al-Bourhan, nouveau Premier ministre Kamel Idriss, s'est rendu pour la première fois à Khartoum le 18 juillet. Je rappelle que le gouvernement est toujours basé à Port-Soudan. En 2 ans, la guerre a déplacé 14 millions de Soudanais, dont 1,5 million en Égypte. L'Égypte qui a mis en place des trains destinés aux Soudanais qui souhaitent rentrer au pays. Regardez ces images commentées par Adi Minte. Sur le parvis de la gare du Caire, des centaines de familles, valises à la main, prêtes à embarquer pour un retour au pays. Nous avons décidé de retourner au Soudan, car la situation est plus sûre. Dieu merci, les choses sont redevenues normales. Le pays est plus stable. À bord de ce train, elle s'apprête à traverser l'Égypte, direction Aswan dans le sud. Un voyage de 12 heures avant de poursuivre en bus jusqu'à la frontière soudanaise. Cette opération est portée par les autorités égyptiennes en coordination avec l'ambassade du Soudan au Caire. Les conditions se sont un peu améliorées. L'initiative du gouvernement égyptien et de notre ambassade nous a encouragés à rentrer chez nous. Ces retours interviennent après la reprise de Khartoum par l'armée régulière. 800 personnes avaient déjà franchi la frontière la semaine dernière. Jusqu'à 2 millions de réfugiés pourrait regagner le Soudan d'ici la fin de l'année, selon les Nations Unies. Marc Laverne, on le voit dans ce reportage, des Soudanais qui rentrent dans leur ville, plus de 1,3 million selon l'ONU. Un Premier ministre en visite à Khartoum. Est-ce qu'une reprise des activités politiques et économiques dans la capitale soudanaise est réaliste aujourd'hui ? Écoutez, la capitale a été dévastée, en partie par l'armée qui disposait d'une aviation et qui a bombardé les bâtiments, y compris les habitations. Donc il faut reconstruire un peu toutes les infrastructures, remettre en place tous les services, toute l'administration. Alors effectivement, une bonne partie des fonctionnaires et des gens qui ont une certaine autorité se sont réfugiés en Égypte, peuvent rentrer. On a vu là qu'il y a une partie des gens qui rentrent en train dans des conditions très confortables finalement, mais il ne faut pas oublier que la moitié des 60 millions de Soudanais, aujourd'hui, manquent de tout, c'est-à-dire, y compris d'ailleurs de nourriture. La capitale, c'est une chose, on peut effectivement commencer à reconstruire, mais tout ça prendra des années, coûtera des sommes extraordinaires que les Soudanais n'ont pas. Et puis, la situation n'est pas stabilisée, en particulier dans l'ouest du pays, c'est-à-dire au Darfour, où il y a toujours ces forces qu'on dit rebelles, mais qui sont en fait ces supplétifs de l'armée qui essayent, eux aussi, de jouer leurs cartes pour se faire reconnaître par la communauté internationale. Et justement, je voudrais qu'on fasse un point, un arrêt sur le terrain. Depuis 15 mois, les forces de soutien rapide assiègent la ville d'El Fasher au Darfour, jusqu'à maintenant contrôlée par l'armée. La situation humanitaire est désastreuse. Est-ce qu'on peut dire que les FSR jouent leur va-tout et jettent leur dernière force à El Fasher ?
En quelque sorte, oui, en jouant. Bon, il s'agit de prendre la capitale du Darfour, effectivement, où l'armée est retranchée dans un camp, mais elle arrive à résister. Et puis l'aviation soudanaise bombarde, y compris les camps de réfugiés qui sont autour, hein, comme Abu Shouk et d'autres camps en périphérie, où il y a des centaines de milliers de réfugiés de tout le Darfour qui sont là et qui ne sont pas accessibles à l'aide humanitaire internationale. Donc une situation humaine désastreuse, mais aussi une situation politique bloquée pour les forces de soutien rapide. Et où est la société civile? On a l'impression que la société civile a été exclue ou elle est absente de ce conflit qui se joue actuellement au Soudan. Elle est effectivement prise entre deux contradictions, hein, parce qu'elle ne veut pas de l'armée et elle ne veut pas non plus de ses supplétifs. Donc il y a un ancien Premier ministre, il y a eu une transition démocratique qui avait été engagée déjà en 2019 et puis qui a échoué. L'armée a repris effectivement la main, mais il y a encore toute cette société civile, en particulier issue du centre du pays, qui est à l'étranger et qui est soutenue par des pays étrangers aussi et qui essaye de se faire entendre entre ces deux forces armées. Et ce sera ma dernière question, Marc Laverne. Est-ce qu'un accord de paix entre les deux parties, plus de 2 ans après la guerre, est-ce qu'un accord de paix est aujourd'hui envisageable? Est-ce que les deux parties sont prêtes à parler? Ben, théoriquement, on pourrait dire que oui, parce que les supplétifs qui sont en rébellion contre l'armée étaient les supplétifs de l'armée. Donc ces gens-là se connaissent parfaitement. Les chefs se connaissent, ont travaillé ensemble à l'époque du maréchal Omar al-Béchir, hein, et l'ont trahi ensemble pour prendre sa place, en quelque sorte. Donc, sur le plan psychologique, oui, mais sur le plan du partage des richesses du Soudan, c'est une autre affaire, puisque les forces de soutien rapide vivent en particulier de l'or qu'elles extraient dans le Darfour et qu'elles exportent à Dubaï. Donc, chacun a des soutiens étrangers aussi, donc c'est une situation qui, encore aujourd'hui, est assez inextricable.